Donc, comme il m'a présenté, je suis le docteur Marion, je travaille à l'hôpital de la Croix-Saint-Simon, je fais de la chirurgie de la main, de la chirurgie de l'épaule, toute la chirurgie du membre supérieur. Et aujourd'hui, on va aborder les syndromes canalaires, c'est un sujet un peu vaste, on va aborder les sujets des principaux que je pense vous rencontrez dans votre pratique habituelle. Et je vais essayer d'être claire, pas trop rapide, et n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Donc, les syndromes canalaires, c'est l'irritation mécanique d'un nerf lorsqu'il traverse un défilé ostéo-ligamenteux musculaire. Ils sont essentiellement situés au membre supérieur, il y en a également au membre inférieur. C'est des compressions qui peuvent être étagées, multiples, et qui ont pas mal de facteurs favorisants, que ce soit des facteurs dynamiques, de position, des facteurs anatomiques, des séquelles de fractures, des variantes anatomiques musculaires, par exemple, et tous les facteurs individuels type diabète, tabac, alcool, grossesse, problèmes endocriniens divers. Quels nerfs sont touchés? Tous les nerfs du membre supérieur. Je ne vais pas vous faire, je vous rassure, tous les syndromes canalaires de tous les nerfs du membre supérieur. On va aborder les principaux, mais tous les nerfs peuvent être touchés. Vos moyens pour établir votre diagnostic, c'est surtout et avant tout l'examen clinique. Un examen clinique qui doit être fait de façon bilatérale et comparative. Vous allez avoir beaucoup d'informations en observant vos patients. Un signe clinique assez simple qui est le signe de Tinel, qui est un signe irritatif qui se fait sur tout le membre supérieur. Vous percutez sur les trajets du nerf et vous allez retrouver des zones de compression. Quand vous suspectez une compression sur un nerf, il suffit d'aller chercher l'endroit où il peut être comprimé. Tous les tests de provocation, des manœuvres dynamiques, on va en reparler un peu plus tard. Pour ce qui est des examens complémentaires, il y a radiographie simple et des échographies peuvent vous orienter un peu au départ. Tout ce qui est scanner, angioscanner, IRM, ce sont des examens que vous réaliserez uniquement en fonction des diagnostics que vous allez évoquer. On ne va pas y aller systématiquement. Et enfin, l'électromyogramme, qui est un examen assez important pour un peu débrouiller des signes cliniques qui peuvent être parfois un petit peu difficiles à établir avec des patients à l'interrogatoire qui sont parfois un petit peu difficiles à interroger. Un petit parenthèse sur l'électromyogramme, qui est un examen qui va quand même être important pour ces syndromes canalaires. Il faut surtout savoir le prescrire, savoir quand le prescrire, savoir qui l'a fait et savoir le lire. Il faut avoir un peu de recul sur ce que vous allez pouvoir avoir, sur l'examen que vous allez recevoir. Donc si vous ne savez pas poser la bonne question, vous n'aurez pas la bonne réponse. L'électromyographiste, il va examiner votre patient au début de l'examen. C'est vraiment un examen clinique, mais il va aussi orienter son examen en fonction de ce pourquoi le patient est venu. Donc dans l'idéal, il faut bien préciser tous les signes que vous avez retrouvés, les troubles moteurs, les signes d'examen clinique que vous avez retrouvés, les antécédents du patient, de diabète, la chirurgie récente, ancienne, des traumatismes. Vraiment donner le maximum d'informations que vous pouvez avoir. Parfois, le patient ne va pas forcément retraduire tout ce que vous connaissez. En pratique, il faut surtout demander une étude comparative. Il y a des électromyographistes qui vont vous faire une étude du nerf médian du côté droit. Il y a certains électromyographistes qui font ça. Ce ne sont pas des bons correspondants. Il faut vraiment que vous déliez une étude comparative du médian et du nerf, notamment parce que c'est celui que vous allez demander plus fréquemment, et préciser ce que vous suspectez, confirmer un diagnostic, la gravité des lésions, une neuropathie associée et éventuellement une surveillance ou des signes de récupération. On cherche un bloc de conduction, ce sont des troubles de la gaine de myéline qui vont être retrouvés et permettre de localiser la zone de compression. Vous avez l'altération de la gaine de myéline qui va être manifestée par un ralentissement des vitesses de conduction. Ça va surtout se voir rapidement sur les nerfs sensitifs plus que moteurs, et une augmentation des latences distales. L'atteinte de l'axone va être marquée par la diminution des amplitudes des courbes et des surfaces sous la courbe qui vont diminuer. Votre examen il va être intéressant si vous le prescrivez au bon moment. Vous ne pouvez pas prescrire un examen électromyographique dans le premier mois qui suit un traumatisme avec une lésion neurologique ou dans le premier mois qui suit une chirurgie. Si vous voulez avoir une réponse sur une gravité ou une récupération, vous n'aurez pas cette réponse. C'est un examen que votre patient va réaliser, qui va payer, c'est assez cher comme examen, pour rien, vous allez devoir lui faire recommencer dans un mois ou deux. Il y a un mois de délai entre le traumatisme ou la chirurgie et la récupération possible du patient. Donc attendez toujours un mois entre l'épisode et la réponse que vous voulez avoir. L'interprétation, je ne sais absolument pas lire ces courbes, vous non plus, il n'y a pas besoin de savoir les lire. Ce qu'il faut savoir, c'est lire la conclusion. Savoir avoir du recul sur ce que vous voyez sur la conclusion, savoir repérer la qualité de la réalisation de l'examen, si il a analysé tous les nerfs, s'il y a un examen clinique en début d'électromyogramme,
Si c'est comparatif, la description détaillée et surtout avoir des centres de référence. Essayez de toujours travailler avec les mêmes électromyographies et d'orienter vos patients dans ces centres parce que des fois, ils vont aller payer 200 € en examen qui ne va pas être bien réalisé. Et enfin, ce résultat va s'interpréter en fonction de la clinique, évidemment. Petite parenthèse, cet électromyogramme, il va être fiable en fonction donc de l'examinateur, mais aussi il y a beaucoup de paramètres qui peuvent le faire varier, le poids du patient, le sexe du patient, la température par exemple. La vitesse de conduction sensitive, elle peut diminuer de 2 mètres par seconde par degré de température de la salle de l'examen. Donc ça ne va pas être le même examen. C'est pour ça que c'est important que le patient retourne au même endroit et qu'il retourne avec son ancien examen pour avoir une bonne interprétation. Voilà, ça va nous permettre de localiser la compression, quantifier l'atteinte, surveiller des évolutions et les pathologies associées. Voilà la petite question que je vous avais envoyée. L'EMG est un examen examinateur dépendant? Oui. L'électromyogramme doit être bilatéral comparatif? Oui, bien sûr. La vitesse de conduction peut diminuer de 2 mètres par seconde par degré de température? Oui. Le poids du patient ne modifie pas la vitesse de conduction si le poids du patient va modifier la vitesse de conduction. Donc c'est faux, c'est une des réponses. Donc vous avez un peu moins de 30% de bonnes réponses. Enfin, on va parler du concret. Le syndrome du canal carpien, vous le savez tous, compression du nerf médian au poignet, les paresthésies surtout dans les 3 premiers doigts de la main, mais parfois sur toute la main. Ce n'est pas parce qu'on a des paresthésies sur le 4e et le 5e doigt qu'il y a forcément un nerf ulnaire associé, mais c'est aussi souvent associé. C'est volontiers nocturne à l'effort, on peut constater une amyotrophie ténarienne, des facteurs favorisants qui peuvent être associés, une fracture récente, des pathologies rhumato, une poussée de chondrocalcinose, une crise de goutte, la grossesse, etc. Il faut surtout vous alerter sur la gravité des symptômes. Si votre patient vous signale qu'il casse ses assiettes, que tout lui échappe, c'est qu'il a déjà un trouble sensitif installé. Il y a un déficit sensitif, un déficit sur la proprioception. Donc ça, c'est un élément qui doit vous alerter. Le patient peut ne pas ressentir ce déficit sensitif, mais à partir du moment où il a ces lâchages permanents, c'est qu'il a déjà une atteinte assez profonde. L'examen clinique bilatéral comparatif, demandez aux patients de fermer les yeux. S'ils ont les yeux ouverts, ils n'auront pas du tout la même discrimination. Le sensitif, le moteur, allez rechercher des signes d'irritation. Alors le signe de Tinel, vous le retrouverez très rarement sur un canal carpien, mais vous pouvez le rechercher, parfois il est positif. Vous percutez au niveau de la zone du canal carpien et ça peut déclencher les douleurs. Le signe de Phalène, soit vous l'exécutez comme sur la photo comme ça, ou tout simplement vous maintenez les poignets pliés du patient, vous attendez une trentaine de 20-30 secondes et il va vous dire « Ah bah tiens, oui, ça apparaît à droite, ça apparaît à gauche » et il va vous décrire exactement l'innervation du nerf médian. Le traitement, pas de déficit clinique. Vous proposez l'infiltration, les attelles nocturnes, anti-inflammatoires, souvent ça marche bien. Traitez les causes associées si vous voyez qu'il y a sur les radios des signes d'arthrose, de chondrocalcinose, de choses comme ça. Et changer surtout les habitudes nocturnes, bien expliquer aux patients que c'est souvent un peu irritatif et que c'est positionnel. S'il n'y a pas d'amélioration sur 3 à 6 mois, je suis chirurgien, je vous proposerais forcément un peu plus la chirurgie, mais je pense que des infiltrations répétées, c'est bien une fois, mais ce n'est pas bien d'en faire plusieurs fois. C'est une chirurgie simple qui marche très bien et qui marchera de moins en moins bien, plus on va attendre et plus les patients seront infiltrés. Donc à partir du moment où ils ne répondent pas correctement au traitement médical et que l'infiltration est modérément efficace, en tout cas qu'elle ne fonctionne pas pour un an, je pense qu'il est licite de leur proposer la chirurgie. Le déficit sensitif est présent. Pour moi, c'est chirurgical. Certains rhumatos vont les infiltrer. Moi, je pense que c'est chirurgical. Plus vous attendez, plus la récupération peut être douloureuse et partielle. Et surtout, on va voir arriver des pertes axonales, des atteintes axonales qui sont des signes de gravité et qui vont, dans les suites opératoires, donner des douleurs de réinnervation très désagréables. Et enfin, vous surveillez vos patients et attention, si vous voyez apparaître le mot perte axonale sur l'électromyogramme, c'est qu'il faut agir. La chirurgie, alors les patients nous parlent de chirurgie au laser assez fréquemment, ça n'existe pas. On commence à voir se développer la chirurgie sous échographie, mais c'est encore très expérimental. Et c'est que dans certains centres très spécialisés. Les deux gold standard, ça va être la chirurgie à ciel ouvert. Alors maintenant, on ne fait plus des incisions de 10 cm sur le poignet, on n'immobilise pas les patients, on fait des chirurgies avec une petite incision d'1,5 cm sur le talon de la main. Ou la chirurgie endoscopique, il y a plusieurs techniques, soit on fait une incision au niveau du poignet, soit on fait une incision dans la paume. Et on va aller couper le ligament sous la peau. Les deux techniques ont les mêmes résultats. Il n'y a pas de bénéfice de l'une par rapport à l'autre, à part, à mon sens, un peu de bénéfice pour le laboratoire qui vend les couteaux. Les suites opératoires, Doliprane, des pansements pendant 10 jours, pas de gestes répétitifs pour le premier mois, bien prévenir les patients qu'ils auront des douleurs sur le talon de la main, un manque de force pendant les 3 premiers mois.
Attention aux travailleurs manuels, hein. Souvent, c'est difficile de reprendre un travail manuel à 1 mois d'une chirurgie du canal carpien par manque de force. La disparition doit être immédiate des paresthésies nocturnes. Et ce dont je vous parlais, c'est des douleurs de réinnervation. On va les voir apparaître après 10 jours. Une dizaine de jours après la chirurgie, le patient va ressentir de nouveau des fourmillements dans les doigts. Et là, c'est panique à bord. Ça va pas marcher, ça a raté. J'ai de nouveau des fourmis. Pas d'inquiétude à partir du moment où ces paresthésies sont diurnes. Si elles sont nocturnes, là par contre, vous les réadressez au chirurgien. Les paresthésies diurnes sont des signes de récupération. Le nerf, à partir du 10e jour, va de nouveau cicatriser sur ses axones. Le patient va ressentir une augmentation des paresthésies par récupération et la progression se fait au rythme d'1 millimètre par jour. Donc ça met à peu près 3 mois à disparaître. La réinnervation, on va un petit peu aller dans ces détails. Ça peut être sur tous les nerfs, hein, bien sûr. C'est des douleurs qui sont très invalidantes, elles sont diurnes, il n'y a pas de paresthésie nocturne. Si le patient décrit des paresthésies nocturnes, c'est un autre problème. C'est des douleurs qui peuvent aller jusqu'à des douleurs neurogènes nécessitant la mise en place de la gabapentine, de l'Aroxyl, des médicaments assez forts. Habituellement, en expliquant au patient et en le rassurant, on arrive à ne pas introduire ce type de traitement et une fois qu'il a compris ces douleurs, tout se passe très bien. 5 à 10% des patients qui présentent une perte axonale vont avoir ces douleurs de réinnervation invalidantes. Et c'est surtout chez des personnes assez âgées qui ont beaucoup d'infiltration et qui finalement ils n'en peuvent plus, ils ne dorment plus la nuit, donc ils viennent vous voir et là vous libérez le nerf et ça va provoquer ces douleurs la journée. Bon, il faut les rassurer, ça finit par se calmer. Il faut simplement leur expliquer, c'est comme le tuyau d'arrosage dans le garage, il y avait un gros meuble dessus, on a enlevé le meuble, il y a toujours une marque sur le tuyau, mais petit à petit le courant repasse et ça va finir par s'arranger. L'algodystrophie, ça fait peur à tous les patients, ils ont tous ça à la bouche. Il y a très peu d'algodystrophie dans le canal carpien. Souvent, les patients, ils ont mal, ils ne sont pas bien, alors on leur parle d'algodystrophie. Donc, c'est vraiment la panique, ils regardent sur Internet, c'est fini, j'en ai pour 2 ans, j'ai pu bouger les doigts, etc. C'est vraiment des patients qui vont avoir des mains chaudes, raides, douloureuses. Ce n'est pas du tout la même symptomatologie que des douleurs neurogènes diurnes. Donc, vraiment, il faut alerter les patients. Et si vous en avez un, s'il y a un patient qui présente une algodystrophie, le principal, c'est de bien lui expliquer ses douleurs, lui faire comprendre que ça va durer 1 an et demi, et les adresser dans des centres antidouleurs. Je vous ai mis ici, vous le trouvez facilement en tapant centre antidouleur Île-de-France sur le site du santé.gouv, solidarité-santé.gouv. Et ça, c'est des adresses, et c'est difficile de trouver des correspondants, et vous avez toutes les adresses mises à jour. Parmi ces propositions, lesquelles sont exactes ? Donc vous avez répondu, la plupart, c'est en cas de doute sur une récidive précoce, un électromyogramme de contrôle dans les suites d'une neurolyse doit être réalisé pas avant 3 mois. Ça c'est vrai, ça ne sert à rien de le faire dans le premier mois, ils vont perdre de l'argent et vous n'aurez pas votre réponse. La récupération sensitive n'est pas immédiate dans les suites opératoires, 1 millimètre par jour pour ceux qui ont un déficit sensitif. Et les douleurs de talon de la main ne sont pas du tout dépendantes de la technique chirurgicale. C'était un argument avancé au début de la technique endoscopique, mais ce n'est pas du tout vrai. Le nerf ulnaire, l'atteinte sensitivo-motrice est surtout distale, paresthésie dans le 4e et 5e doigt. Là, on voit bien la myotrophie des interosseux. Un patient qui a ça, c'est urgent de l'envoyer à un chirurgien. En tout cas, d'explorer, savoir pourquoi. Est-ce que si c'est une cause d'un syndrome canalaire ou autre cause, bien sûr, mais il faut vraiment qu'il ait une exploration. Les atrophies des intrinsèques, donc c'est ce que je vous ai montré sur la photo. Le signe de frottement, c'est retenir une feuille entre le pouce et le bord de la main. Si le patient est obligé de fléchir le pouce pour retenir la feuille, c'est qu'il a un déficit de l'adducteur. Le signe de Wartenberg, c'est une abduction permanente du 5e doigt. Les patients qui s'accrochent tout le temps le petit doigt dans la poche. C'est souvent ça qu'ils vous décrivent en consultation. Et la griffe ulnaire, mais là on est sur des stades très avancés. Le syndrome du canal de Guyon, ça va être tous ces signes cliniques, mais c'est très rare. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on retrouve fréquemment. Où on aura un tunnel sur le pisiforme, une hypoesthésie comme on a décrit avant, et c'est souvent, il y a une cause favorisante, une chute, de la pratique du vélo un peu intensive, ou une tumeur qui vient comprimer dans la loge, qui est bien sûr à différencier du nerf ulnaire au coude, qui est très fréquent. Vous allez retrouver vraiment le tunnel au niveau du coude et tous les signes cliniques dont je vous ai parlé. Là, c'est intéressant de faire un électromyogramme, mais attention, l'électromyogramme est souvent négatif. Donc vraiment, on se base beaucoup plus sur la clinique pour l'électromyogramme que pour le syndrome du nerf ulnaire au coude que pour le syndrome du canal carpien. Le MG est souvent normal, donc ce n'est pas du tout un argument.
Le traitement, c'est surtout déjà changer les habitudes nocturnes, leur proposer des attelles la nuit. C'est souvent pas très bien vécu, mais ça permet de se rendre compte un petit peu, éviter le téléphone pendant 2 heures accouplé, la tablette pour faire les jeux, ça c'est assez fréquent maintenant. Et il faut bien surveiller ces patients parce que l'évolution elle est rapide, la récupération elle est mauvaise et la récupération elle est très lente. C'est 6 mois, 1 an pour... Pardon, je vous gêne, je suis désolée. Deux techniques chirurgicales habituellement. Soit on libère juste le nerf dans sa gouttière, ici, on le laisse en place avec ses vaisseaux, etc. Soit on vient le transposer en avant de l'épicondyle pour le sortir de cette gouttière ostéo-ligamentaire qui va le comprimer. Ça, c'est surtout sur les formes sévères. Il y a certains chirurgiens qui le font systématiquement, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, un électromyogramme ne doit pas motiver un geste normal, ne doit pas motiver un geste chirurgical, c'est faux. L'examen clinique est souvent discordant avec l'examen électromyographique dans le cas des compressions unaires, c'est vrai. Le nerf unaire récupère rapidement après une neurolyse chirurgicale, c'est faux. La récupération motrice est bonne dans les suites d'une neurolyse chirurgicale du nerf ulnaire, c'est faux. Et les compressions du nerf ulnaire au guyon est rare, et non pas fréquentes. Et vous avez majoritairement répondu « je ne sais pas ». D'accord. Moi, je suis pas venue pour rien. Le nerf radial, on va y aller rapidement. Sur ce qui est dans les syndromes canalaires, ça va surtout être des compressions dans l'arcade du supinateur, l'arcade de Froese. Vous pouvez le retrouver chez ce qu'on dit la paralysie des amoureux. C'est soit les patients qui sont endormis sur le bras. C'est des compressions du nerf radial qui se trouvent vraiment au contact de la diaphyse. C'est très facilement comprimé et ça peut donner donc un déficit des releveurs, donc la main tombante et un déficit sensitif au niveau de la première commissure face dorsale. Quand il y a une atteinte au niveau du bras et du cou du nerf radial, plutôt dans cette zone-là, vous avez une atteinte aussi bien sensitive et motrice. À l'avant-bras, vous avez une atteinte uniquement motrice. Le patient ne va pas avoir de déficit sensitif, mais il va avoir la main tombante. Si c'est une cause de compression sur un supinateur, c'est souvent les patients sportifs qui font beaucoup de musculation. On propose une neurolyse chirurgicale. Si c'est des suites traumatiques, attention, alors ça... J'ai mis juste une petite parenthèse, pensez à surveiller l'électromyogramme. Les patients n'ont pas à s'inquiéter, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas récupéré en une semaine ou deux qu'ils ne vont jamais récupérer. Au bout de 2-3 mois, on a des récupérations complètes sans inquiétude. Et ensuite, il y a des solutions chirurgicales pour ces patients qui marchent très bien. On transfère des tendons fléchisseurs en extenseurs, le cerveau est bien fait, on les rééduque et ça marche très très bien. Donc là, c'est un exemple de syndrome canalaire. La branche, elle va rentrer dans le supinateur et elle va donc être comprimée. Donc le but, ça va être d'ouvrir ce fascia et de redonner sa place au nerf et sa liberté. Le défilé thoraco-brachial, je ne sais pas si je suis très très lente. Compression, elle peut être statique et dynamique des troncs du plexus brachial. Il y a 6 niveaux principaux de compression. Ça peut donner des tableaux vasculaires, neurologiques, des histoires de phlébite. C'est jamais très clair. Et ça peut être sur des niveaux variables et associé à des syndromes canalaires. Donc c'est souvent très compliqué à diagnostiquer. Et il y a beaucoup d'errance chez ces patients. Donc vous avez plein de compressions, les appareils suspenseurs de la plèvre, les scalènes, les costaux claviculaires ici, la clavie pectorale, le petit pectoral ici qui vient comprimer l'ensemble du plexus et des vaisseaux. Ici en avant de la tête humérale, il y a beaucoup de zones qui peuvent être comprimées. On voit un peu mieux, on comprend bien qu'ici, quand on va avoir certains mouvements, l'ensemble du paquet va se retrouver comprimé. Ici, on reproduit la manœuvre du chandelier, où vous allez ici comprimer avec le petit pectoral l'ensemble du plexus et des vaisseaux. Sur les scalènes, également, vous allez avoir des compressions de toutes les racines du plexus. Donc, les différentes présentations cliniques, les plus rares, c'est les vasculaires purs ou les neurologiques purs. Vasculaire pur, vous avez des phlébies du membre supérieur, une embolie distale, de l'ischémie à l'effort. Et sur les formes nerveuses pures, ça peut être vous avez des atteintes du plexus brachial, des paresthésies, des paralysies motrices, des griffes cubitales qui apparaissent, des amyotrophies des interosseux. Tout ça va être, vous allez pouvoir étayer votre diagnostic en fonction de tout ce que vous allez prescrire par la suite. Les formes mixtes sont les plus fréquentes, sensation de lourdeur majorée par l'élévation du bras, les patients qui ne restent pas les bras en l'air, ou problème avec des fourmis dans les bras quand ils mettent un sac à dos. En résumé, vous avez des composantes nerveuses, vasculaires, artérielles, et le diagnostic va être assez difficile. Les patients qui ont souvent fait beaucoup d'examens, qui sont en arrêt prolongé, et ça devient vite compliqué. Pour les manœuvres, ça reste quand même de l'affaire un peu spécialiste des patients, quand vous avez un petit peu orienté, mais des choses assez simples comme ça à faire. Vous allez pouvoir constater une diminution du pouls radial. Ici, les patients vont avoir des paresthésies quand vous allez les positionner.
En grande inspiration également, en mobilisant les muscles suspenseurs de la plèvre, vous allez favoriser la compression juste dans la zone costo-claviculaire. Et ici, au niveau des scalènes, vous allez reproduire les paresthésies. L'imagerie, il faut aller déjà diagnostiquer pourquoi les patients ont ces symptômes. Radiographie du rachis cervical, vérifier qu'il n'y a pas une côte cervicale. Les radios du poumon de face pour contrôler qu'il n'y a pas une tumeur. L'écho-doppler avec les manœuvres spécifiques. Vous précisez que vous cherchez une compression dans le défilé et l'échographiste saura parfaitement que vous le réalisez. L'électromyogramme pour éliminer les syndromes canalaires et autres diagnostics associés. L'IRM en jeu scanner, c'est une fois que vous avez un petit peu approfondi vos premiers examens que vous pouvez aller faire ce type d'examen. 2 tests cliniques positifs et un écho-doppler positif, vous savez que vous avez votre diagnostic. Le traitement médical, c'est conservateur, essentiellement anti-inflammatoire, antalgique, myorelaxant, une minerve, la rééducation. La rééducation, c'est toute l'éducation. Le patient doit apprendre à faire son auto-rééducation pour pouvoir le faire tous les jours, pendant des années. Parce que finalement, c'est quelque chose qui n'est pas si simple à traiter. Mais sur le long terme, on arrive à avoir des très bons résultats et les patients, finalement, arrivent à s'en sortir assez bien. L'abord chirurgical, c'est très compliqué. D'abord, il faut traiter tous les syndromes canalaires assez simples à traiter, nerfs médians, nerfs ulnaires, etc., qui sont souvent associés. Et enfin, adresser surtout les patients dans des centres spécialisés. N'envoyez pas voir l'orthopédiste du coin qui ne va pas forcément avoir déjà fait une résection de première côte. Voilà, c'est la chirurgie que je ne pratique pas, c'est la chirurgie qui doit être pratiquée dans les centres soit vasculaires, soit des centres où ils font de la chirurgie plexique un peu plus spécialisée, où les patients seront bien pris en charge avec des kinés adaptés, etc. Les indications thérapeutiques, je vais essayer d'être rapide pour terminer. Les formes neurologiques, c'est souvent une chirurgie rapide. Les hyperalgiques, il faut surtout lever les contractures. Les minerves, les antalgiques, avant de commencer la kiné. Ceux qui n'ont pas de déficit, c'est de la rééducation. Et si on est vraiment en échec de traitement de rééducation, on les envoie en centre pour un avis chirurgical. Forme artérielle, c'est chirurgical à cause des risques de thrombose. Et on fait des voies susclaviculaires. Et enfin, les formes veineuses, les options sont très divergentes. Et donc, c'est pareil, c'est une affaire de spécialistes. Et enfin, le dernier, le nerf thoracique long. Vous pouvez le voir en consultation, ça souvent chez des jeunes sportifs. La scapula alta, c'est un étirement, une compression du nerf thoracique long qui se trouve ici et qui va se retrouver piégé entre des muscles, une musculature un peu trop importante. Et progressivement, le patient va voir ascensionner son omoplate. Et c'est assez perturbant pour les patients, souvent les nageurs. Et il faut les envoyer en kiné. Vous faites les explorations, électromyogrammes, etc. Et en rééducation, ils évoluent très bien, ils retrouvent la mobilité. Mais pensez aux patients qui n'arrivent pas à lever, qui a des soucis, quelqu'un de sportif qui n'arrive pas à bien élever son bras. Alors regardez bien ses omoplates et voyez comment elles se déplacent quand il lève les bras. Et ça vous donnera souvent ce type de diagnostic. J'ai terminé. Désolée. C'est un peu long.